Esperluette. Pour la première fois dans l'histoire d'Esperluette et avant de lancer la saison 6, je rediffuse 12 épisodes emblématiques des 5 premières saisons. Des associations qui bougent les choses, en passant par des entreprises responsables, des artistes professionnels ou en devenir, ou encore une découverte du patrimoine local, chaque épisode est une rencontre, un partage, une envie de montrer toute la diversité des énergies de mon territoire, le Vaucluse. La saison 6 est en préparation et j'ai encore beaucoup de personnes à vous présenter. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir plus en détail mon territoire d'adoption que je valorise depuis plus de 5 ans sur ce podcast. Le Vaucluse, bien sûr. Paysages, gastronomie, terroir, patrimoine matériel et immatériel et découvertes sensorielles, que vous habitiez déjà en Vaucluse ou à l'autre bout de la France, après l'écoute de cet épisode, vous risquez d'avoir envie de mettre vos baskets pour aller vous balader et de mettre les pieds sous la table pour déguster de bons produits vauclusiens. Un épisode enregistré à Carpentras avec 3 invités, Johanna, Jeanne et Olivia. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une tisane et au lit qui est un petit peu particulier puisque nous ne sommes pas sur la péniche Altea, nous sommes à Carpentras. L'objectif cette fois-ci, c'est de vous parler du Vaucluse puisque je vous en parle régulièrement. Donc pour terminer l'année, on va en parler vraiment en détail avec 3 de mes collègues du territoire pour vous donner envie de venir visiter le Vaucluse, de venir le découvrir. Et donc, pour m'accompagner pendant cette émission, autour de la table avec moi, Johanna Toledo, sommelière et caviste, notre renarde de l'Alliance Rusée. Bonjour Johanna. Bonjour Marie-Cécile. Jeanne Etcheberry, guide conférencière de la Petite Vadrouille. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Jeanne. Et Olivia Mailleux, spécialiste de la communication digitale et blogueuse sur La Fille de l'Ancre. Bonjour Olivia. Bonjour, en pleine forme. Même s'il pleut aujourd'hui, on est plutôt en pleine forme. Oui, ça arrive, il pleut dans le Vaucluse, hein. Ça arrive quand même. Merci d'avoir accepté mon invitation qui est arrivée lors d'une de nos nombreuses discussions à propos du territoire qui nous rassemble et que nous aimons tant, donc le Vaucluse évidemment. Et à force d'en parler entre nous, je me suis dit que ça serait sympa de partager nos différents ressentis, nos lieux préférés et autres pépites pour donner envie aux auditeurs et auditrices de venir visiter ce beau département. Et évidemment, vous avez accepté. Alors, je ne sais pas si vous allez être ravis à la fin de l'épisode, mais pour le moment, vous êtes là, donc vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus partir. Alors, je vous propose de nous suivre. On vous emmène dans la valise Closa. Comme d'habitude, je vais commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter un petit peu plus et nous dire depuis combien de temps vous vivez dans le Vaucluse. Alors, qui commence ? Allez, Johanna. Alors, moi, je suis native du Vaucluse. Je suis née à Avignon. Je vis sur Venasque depuis 5 ans. Et donc, j'ai créé l'Alliance Rusée il y a 1 an et demi. Donc, j'ai une formation de sommelier conseil caviste à l'Université du vin de Suse-la-Rousse. Et c'était vraiment important pour moi de valoriser le territoire, de valoriser le Vaucluse et particulièrement le Ventoux, puisque je suis spécialisée en vin du Ventoux. J'aime bien dire vin du Ventoux, mais c'est plutôt les terroirs du Ventoux, puisqu'il n'y a pas que l'appellation Ventoux, il y a des IGP, il y a des vins de France aussi. Et de valoriser aussi tous les commerçants, tous les artisans, les producteurs de la région. Donc je propose une sélection de vins, majoritairement bio, mais je suis pas fermée à d'autres méthode. Tout n'est pas encore en bio sur le territoire. Voilà, exactement. Et à côté, voilà, je propose des animations, des activités œnologiques pour justement décomplexer le monde du vin, le rendre plus accessible. Et justement, au cours de ces activités, je mets en relation en fait des vignerons, des producteurs de fruits, de légumes, des fromagers de la région. Et du coup, sur mes animations, je les mets en valeur. Épicurienne. Exactement, à 100%. Oui, ça s'appelle une tisane et au lit, mais je crois qu'aujourd'hui, on va parler un peu de vin quand même. Je pense, oui. Jeanne, alors qui es-tu ? Alors, moi, je suis arrivée il y a 4 ans maintenant dans le Vaucluse. Je suis pas native d'ici. Moi, j'ai grandi en Haute-Savoie, dans les montagnes. Mais je suis toujours venue en vacances ici, à Caron, précisément, chez mes grands-parents, dans le moulin à huile familial. Et du coup, j'ai toujours eu un attrait particulier, enfin des bons souvenirs de ces vacances. Et voilà, après mes études, je suis venue faire mon stage de fin d'études ici pour me lancer ensuite en tant que guide conférencière indépendante. Donc je propose des visites guidées sur le patrimoine, l'histoire, mais aussi la géologie, la gastronomie, tout ce qui peut faire un petit peu l'identité du Vaucluse et de ce territoire
très attractif. Donc ça veut dire que tu as dû apprendre l'histoire du Vaucluse, parce que si t'es pas d'ici, il a fallu que tu découvres. Oui, voilà. J'avais quelques notions par ces vacances que je suis venue passer très régulièrement, mais effectivement, après, pour se professionnaliser, il a fallu que je lise dans un premier temps, que j'aille en repérage un petit peu partout, à droite, à gauche. Et puis surtout, c'est un petit peu ce que j'essaye de mettre de plus en plus en place en ce moment, aller à la rencontre des gens, au-delà de ce qu'on trouve dans les bouquins, aller discuter avec ceux qui en connaissent un peu plus et qui surtout peuvent apporter des informations qu'on trouve nulle part ailleurs, nous livrer des petits trésors, des petits secrets du territoire. Pépites, voilà. Bon, tu nous parleras de tout ça aujourd'hui. Tu vas peut-être en dévoiler quelques-uns de secrets. On va voir. Olivia ? Alors moi, je suis arrivée il y a 1 an et demi à peine. Je viens de Montpellier. J'ai pas mal déménagé au cours de ma vie, donc j'ai beaucoup bougé. On est arrivé en famille, donc il y a 1 an et demi, rejoindre mes beaux-parents. Donc du coup, je connais le territoire. C'était pas une découverte du Vaucluse, mais à la fois je le connaissais parce qu'on sortait quand même pas mal, mais à la fois quand on venait chez mes beaux-parents, souvent quand on venait juste arriver le samedi soir et repartir le dimanche soir, on bougeait pas forcément, ou on allait juste marcher un petit peu autour. Donc moi, j'avais l'impression quand même de découvrir beaucoup de choses quand j'arrive ici. Il y a toujours des coins que je ne connais pas. J'ai toujours pas mis les pieds à Vaison-la-Romaine, par exemple. Donc il y a toujours des incontournables que je n'ai pas fait dans le Vaucluse. Voilà, moi je me régale à découvrir le territoire, et je le mets un peu en avant, pas mal d'ailleurs, sur mes réseaux sociaux et sur mon compte Instagram, où j'ai lancé une série qui plaît beaucoup et qui est basée sur les petits villages méconnus du Vaucluse, parce qu'on parle beaucoup du Luberon, tout le monde connaît le Luberon, on parle beaucoup des spots qui sont incontournables, mais finalement on se rend compte que tous nos petits villages, ils sont absolument magnifiques et on n'en parle jamais, on les présente jamais, et donc voilà, donc je les mets en valeur sur Instagram, et ma foi, ça plaît pas mal. Ça marche bien. Oui, et puis le Vaucluse est quand même assez étendu, donc il y a des territoires, on le verra pendant l'émission, mais il y a des territoires et des paysages assez très différents. Ouais, c'est très varié, donc c'est vrai que ça c'est, enfin moi c'est ce que j'aime. Et puis moi ça fait 10 ans que j'habite dans le Vaucluse, donc c'est pareil, je suis pas d'ici, donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on se retrouve, c'est que on a tout un point de vue un peu différent, soit on est là depuis toujours, on est vauclusienne, soit on l'est pas, mais en tout cas on a ce regard un peu extérieur. Moi je suis originaire du nord de la France, donc je viens d'un territoire complètement différent, d'un climat complètement différent, et même si aujourd'hui ça ressemble un peu à chez moi, et je suis toujours très attachée à mon nord natal, mais c'est vrai que j'ai trouvé ici justement cette diversité. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de créer Esperluette, c'était pour montrer tout ce qu'il pouvait y avoir à la fois sur les personnes, mais aussi là on va parler plutôt peut-être paysage et découverte, mais je trouve qu'il y a une vraie diversité de lieux, de métiers, voilà, qui sont la richesse du Vaucluse. Voilà. Alors mais justement, si on peut peut-être commencer par le côté historique avec toi, Jeanne, est-ce qu'il y a des spécificités sur l'histoire du Vaucluse ? On parle le Vaucluse, c'est la Vallis Clausa, donc est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, et qu'est-ce qui fait ? Alors on est pour ceux qui connaîtraient pas, le Vaucluse, c'est entre les Bouches-du-Rhône et le Gard, donc où on est séparés à chaque fois par de l'eau, le Rhône et la Durance. Donc voilà, donc il y a ça aussi, et puis après ça s'étend jusqu'à Pertuis, qui a en quelques mots sur l'histoire. Oui, alors en quelques mots, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais je vais vous épargner ça pour le moment. Parce qu'après on va bien te voir pour en parler. Voilà, exactement. Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, alors effectivement le Vaucluse, c'est un département qui a une certaine unité, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est un département qui a été créé juste après la Révolution française, mais avant c'était très morcelé. Mais justement il y a une particularité, c'est que ça n'appartenait pas au Royaume de France, donc il y a eu plein d'identités, d'influences différentes en Vaucluse, et c'est ça que moi je trouve passionnant aussi et que je fais découvrir un petit peu dans mes visites. On a eu de l'influence italienne, c'est un des éléments principaux, c'est qu'on a été terre pontificale pendant des siècles, donc le fameux palais des papes. Voilà, le palais des papes à Avignon, mais pas que. Il y en a des traces un petit peu partout sur le département. Et puis il y a eu la principauté d'Orange aussi, qui était une langue de terre comme ça au milieu des terres pontificales. Il y a eu plein d'influences, du coup aussi plein de conflits, plein de créations architecturales, artistiques influencées par tout ça.
Et c'est ce qui est passionnant, qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil, mais qui s'offre à nous dès qu'on y fait un peu attention. Faut aller creuser un peu, je pense que c'est ça aussi. Ici, il faut peut-être aller creuser, sortir des clichés, mais parce que exactement. Oui, il y a les cigales, il y a la lavande, tout ça, mais voilà. Et le pont d'Avignon. Ouais. Mais je pense qu'en allant creuser un peu et pour moi, c'est ça aussi le Vaucluse. On en parlait, la mise en valeur des petits villages et tout ça. C'est le but aussi, c'est de faire découvrir des endroits qui sont justement hors des. Alors c'est une expression qu'on entend beaucoup, hors des sentiers battus, mais là. C'est vraiment le cas, hors des endroits surexploités touristiquement, et faire découvrir des petits trésors, des endroits qu'on découvrirait pas seul forcément, et qui pourtant sont vraiment justement l'esprit de la Provence, l'esprit vauclusien. Oui, puis cette étendue aussi, parce que ce que je disais, c'est que voilà, ça s'étend jusqu'à Pertuis, donc c'est quand même assez grand, il y a des grosses différences. Est-ce que, pareil, au niveau de l'histoire, il y a des différences quand on va plutôt vers Avignon, ou si on s'étend un peu plus Oui, complètement. Oui, parce que chaque territoire, et c'est ce qui est d'ailleurs parfois pas évident, enfin moi dans mon travail au quotidien, c'est qu'en fait, on n'en sait jamais assez en quelque sorte, parce que chaque territoire a vraiment son histoire propre à l'intérieur même du Vaucluse, et donc on peut pas calquer à chaque fois une histoire qu'on a apprise par cœur pour tout le Vaucluse, et il y a beaucoup de nuances, et c'est ce qui fait sa richesse. Dans ton métier. Ah non, j'ai encore de quoi faire. Ça va t'occuper. Et Johanna, toi qui es amoureuse du terroir et du vin, là on a parlé de l'histoire, bon ça obligatoirement ça a un lien, hein, mais quelles sont les particularités par rapport au vin? Toi t'es autour du vin du Ventoux, mais voilà, tu travailles sur tout le territoire du Vaucluse. Est-ce qu'il y a des particularités aussi? On connaît, si je parle d'un vin du Vaucluse, on va dire Châteauneuf-du-Pape. Forcément. Forcément. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a pas que ça. Et en général, quand les gens associent le Vaucluse au Pont d'Avignon, à Châteauneuf-du-Pape, voilà, c'est plutôt des repères qu'ils se fixent, puisque tout le monde connaît. Mais c'est vrai que, comme disait Jeanne, il y a vraiment de jolis trésors à découvrir, notamment l'appellation Ventoux. Mais je dis pas ça parce que je suis spécialisée dans ces vins-là, mais il y a également d'autres appellations. Il y a les Côtes-du-Rhône Village, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que le Ventoux, à mon sens, c'est une étoile montante, parce que c'est une appellation qui est très peu connue, qui est souvent un peu sous-estimée, puisque on a l'impression que c'est des vins de soif, que c'est des vins assez simples. Mais comme partout dans le Vaucluse, il y a de la diversité et il y a des microclimats. Il y a cette notion de terroir qui entre vraiment en compte dans les vins. Par exemple, 2 domaines à un seul et même endroit, côte à côte, mais avec une exposition différente. Aussi le vigneron qui va apporter sa patte sur le produit. Ouais. Voilà, ça va donner des vins différents. Donc c'est vrai qu'il faut découvrir, il faut être curieux et pas s'arrêter juste à des idées reçues. La curiosité, c'est vraiment un des critères qu'il faut exploiter et qu'il faut mettre en avant. Et surtout, sortir des sentiers battus, c'est vraiment une notion qui me parle aussi beaucoup. Le climat joue énormément. Là, on est au Ventoux, donc ça veut dire qui dit Ventoux dit Mistral. Dit Mistral, c'est très très bon pour la vigne, puisque je vais pas vous faire un cours de. C'est bon pour la vigne, donc le vin, c'est bon pour le vin. Je vais pas vous faire un cours de viticulture, puisque ça va prendre quand même pas mal de temps, mais c'est vrai qu'avec l'influence du Ventoux, on a quand même pas mal de Mistral. Ça apporte une certaine fraîcheur, et du coup, quand il pleut, quand il y a de l'humidité, ça sèche très très vite les vignes, donc ça évite certaines maladies, comme par exemple le mildiou, l'oïdium. C'est des maladies qui attaquent le feuillage de la vigne, et donc forcément qui vont impacter le raisin, donc le produit à la base. Et c'est vrai que selon où on est situé, il y a vraiment des microclimats, donc des régions où avec par exemple des coteaux, donc ça va donner des vins beaucoup plus sur la fraîcheur, et puis des sols plutôt en plaine, et du coup on va être sur quelque chose de plus solaire. Le type de sol aussi va beaucoup jouer, mais c'est vrai qu'il y a une diversité qui est extraordinaire et qui mérite, en fait, c'est une région qui mérite d'être découverte autrement, justement, hors des sentiers battus, comme on disait. C'est un peu le but aujourd'hui. C'est un peu le but, c'est beaucoup le but aussi, mais oui, il y a vraiment... Et puis ce côté, il fait chaud l'été. Il fait très chaud. Il fait très chaud, on a des nuits fraîches, donc en fait, ça rééquilibre. On a des vins qui sont solaires, forcément, on va pas se le cacher. On est dans une région où c'est très solaire. Mais le travail, quand il est bien fait, le travail du vin est très très bien fait. On a vraiment des vins équilibrés. Pas forcément tout le temps sur ce côté généreux en alcool.
Et justement, puis pas forcément en rouge aussi, parce que c'est vrai quand on parle de Châteauneuf-du-Pape, on a l'impression que c'est que du rouge. Exactement. Le rouge c'est majoritaire. Le rouge c'est majoritaire. On a également du rosé et le blanc ça commence à remonter, mais ça reste quand même minoritaire. Et on a de très jolis vins blancs dans la région, pas que en Ventoux, même partout. Moi j'ai découvert des cépages en arrivant ici, vraiment de blanc. Moi j'aime beaucoup le blanc, donc. Et en plus on a la chance aussi d'avoir certains domaines qui sont pépiniéristes. Donc parfois dans les assemblages ou dans l'élaboration des vins, on a des monocépages, donc c'est des vins d'un seul et même cépage. Qui est la variété de raisin, je précise. Et du coup, on a vraiment des expressions assez particulières et des choses, voilà, c'est des petites pépites, comme j'aime bien dire aussi. C'est son mot, la pépite. Exactement, ça parle aux gens, donc et moi ça me parle aussi. Donc, Et souvent, en plus, toi, tu as cette approche-là de faire l'accord avec la gastronomie, avec les mets. On parlera nourriture après, parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi ici autour de la gastronomie et voilà, de cette partie-là du terroir qui est assez importante. On parlait des olives, il y a des choses autres que le vin, mais toi, ta particularité, c'est ça, c'est d'arriver à lier les deux et des fois même faire des accords qui sont un peu inattendus. Moi, j'aime bien. Moi, j'adore sortir des sentiers battus, comme je pense que c'est ce que je vais répéter le plus souvent dans cette interview, mais c'est vraiment pas faire comme les autres. Je suis un petit peu anticonformiste dans le sens où j'aime bien proposer des choses nouvelles et c'est vrai qu'en accord mets et vins on peut vraiment s'amuser et moi j'aime bien prendre des risques. Bon, c'est peut-être dû aussi à la jeunesse, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien faire différemment de ce qu'on fait. Et puis les accords mets et vins c'est mon métier, j'ai été formée pour ça, donc c'est vrai qu'il y a des bases à connaître. Mais après, moi, j'aime bien en faire un peu à ma sauce. J'aime bien en faire qu'à ma tête et proposer des associations, comme par exemple les accords vin et nougat avec la nougaterie Sylvain. Voilà, des choses qui peuvent alerter, surprendre, mais du coup dans un sens positif, positivement échanger. Voilà, ce côté. On a la tradition, mais il faut aussi prendre des risques et il faut évoluer. Voilà, exactement. Tout en gardant cette tradition qui est assez intéressante et importante. Toi, Olivia, tu as une vision de personne, d'individu, mais surtout une vision de blogueuse. Qu'est-ce toi qui es arrivée il y a un peu plus d'un an, pour toi, qu'est-ce qui ressort par rapport à ce territoire-là et qui t'enthousiasme quand tu as envie d'en parler quels mots tu utilises? S'il y avait des mots qui ressortaient pour toi, ça serait quoi, à part sentier battu? Alors, ce qui ressort déjà sur Instagram, ce sont les lavandes. Oui, donc effectivement, le Vaucluse est associé aux lavandes. Et même si elles sont très présentes, elles ne fleurissent que 2 mois par an. Donc il reste quand même beaucoup de choses. Pour ceux qui voient les photos, si vous voulez voir les champs de lavande violets tels que vous les voyez sur les photos. C'est juin-juillet. Voilà, c'est juin-juillet jusqu'à ce que il fasse trop chaud. Et donc selon les territoires, puisqu'on a un territoire effectivement qui peut monter très haut, donc les lavandes ne fleurissent pas toutes en même temps. Mais voilà, donc ce n'est que 2 mois dans l'année et c'est vrai qu'on les met beaucoup en avant. C'est très beau. C'est beau. Mais il y a plein d'autres choses. Moi, je mettrais ce que tu disais tout à l'heure, la diversité des paysages. C'est vrai que voilà, entre Sceaux, entre le Ventoux, enfin on a une chance, c'est qu'on a une montagne quand même qui est assez, il y a de la neige, qui tombe qui est assez incroyable. C'est voilà, le géant de Provence à une demi-heure d'Avignon, 20 minutes de Carpentras, peut-être un peu plus d'Avignon. Ouais. Je pense qu'on est à 40... Moi, j'habitais au pied du Ventoux, donc je me rends pas compte des distances. Mais en tout cas, moi, de chez moi. 1912 normalement, mais ça y est, il est redescendu. Il est affiché à 1910 maintenant. Voilà, ça change souvent. Il y a des travaux tout en haut d'aménagement. Mais voilà, moi, je suis à 20 minutes en voiture du Ventoux et on se retrouve presque en station de ski. Alors, il y a 2 stations de ski au Ventoux, ça personne ne le sait. Il y a la station du Mont-Serein et une petite au sud, je ne sais plus le nom, qui sont pas ouvertes. Alors elles sont pas ouvertes tous les ans et quand elles ouvrent 3-4 jours, donc il faut vraiment se précipiter quand il y a de la neige pour en profiter. Ce qui est le cas d'ailleurs, dès qu'il y a de la neige, tout le monde... C'est ça. Mais en tout cas, quand on peut en profiter, enfin il y a des super pistes, il y a des super activités à faire et c'est vrai que voilà, on se retrouve dans une station de ski en 20 minutes de temps et c'est absolument génial. Et même s'il y a pas de station, voilà, s'il neige aujourd'hui, là en bas il pleut, mais il neige certainement au Ventoux, mais si ça se dégage samedi et dimanche, on va aller se balader dans les forêts enneigées, quoi. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est assez magique. Je me souviens l'année dernière, on a eu beaucoup de neige au mois de novembre. T'arrives, tu montes le Ventoux, il fait beau, t'es limite en t-shirt. T'arrives, il y avait vraiment pas mal de neige. Et tu vois le territoire qui est ensoleillé, un peu sec. Plus toi, t'es dans la neige avec ta doudoune. Moi, je trouve que c'est une super expérience, en fait. Nous, on se régale à regarder les températures qu'on perd sur la route, en fait, au fur et à mesure. À chaque fois
qu'on prend un virage, on dit -1, -1, bon ben on se retrouve à -8, on a perdu 8 ou 10 degrés en 10 minutes de temps, quoi. C'est ça. Et puis entre la température et le ressenti, il y a encore un... Parce que, surtout s'il y a le Mistral. C'est ça. Donc cette diversité, elle est incroyable sur les territoires. Ouais. Et puis voilà, là on parle du Ventoux, mais après si on part plutôt vers les ocres, tout ça, il y a des couleurs. Enfin, on parle de la couleur de la lavande, mais moi je trouve que les couleurs des ocres vers Rustrel, tout ça, c'est magique. Sachant qu'il y a des ocres aussi, pas seulement dans le Luberon, il y a des ocres tout près de chez nous, tout près de Carpentras, à Montmoron, qui sont pas très connus. Alors, donc du coup, si vous y allez, gardez l'adresse pour vous, parce qu'elles sont quand même hyper préservées, et elles sont alors moins impressionnantes que celles de Rustrel et du Colorado provençal, mais elles sont super intéressantes parce qu'on voit vraiment les mines. Enfin voilà, il y avait des exploitations d'ocre et on voit les mines, on voit les grottes creusées, on voit encore les accès, les tuyaux, les chemins qui serpentent, et donc ça c'est super intéressant. C'est très beau et c'est super intéressant. Et je sais pas si toi Jeanne tu proposes des visites autour des ocres. Alors pas directement sur ce thème-là, mais par contre c'est des choses dont je parle en visite, parce que quand on visite les villages, etc., on parle pas que d'histoire, de dates, etc. Évidemment, on parle de tout ce qui a fait l'identité locale, et donc les activités commerciales, la nature aussi, tout ce qui est paysage, etc. Tout ce qui a pu marquer l'identité du Vaucluse en fait. Donc oui, ça m'arrive régulièrement de parler de ça, mais c'est une bonne idée tu vois, à développer. Une visite sur les ocres de Montmoron ou du département, ça pourrait être pas mal. En tout cas, ça impressionne toujours. Hein. Et oui, quand on amène des surtout, gens qui ne connaissent pas, ça impressionne toujours. Les gens ne s'imaginent pas en plus qu'il y a ça à cet endroit-là. Non, j'avoue, moi j'ai vécu dans le Colorado, donc aux États-Unis. J'ai vécu 1 an. Le vrai Colorado, oui. Le grand. Je sais pas si c'est le vrai, mais le grand, effectivement, c'est beaucoup plus grand. J'ai vu pareil les ocres. Garden of the Gods, qui a vraiment les mêmes couleurs que le Colorado provençal, et quand je suis arrivée dans le Vaucluse pour la première fois, j'y habitais pas encore, on m'a dit va voir ça, tu vas voir, on va faire des randos. J'ai dit ça va, j'ai vu le Colorado, ça va être compliqué, peut-être que je vais être déçue. Et en fait non, parce que alors il n'y a pas l'immensité des États-Unis, de toute façon en France on n'aura jamais cette immensité là, c'est assez impressionnant, mais par contre je trouve que il y a vraiment quelque chose. On sent aussi qu'il y a l'histoire des carrières, il y a plein de choses qui se sont passées là. Mais au niveau des couleurs, et puis si on y va plusieurs fois dans l'année, on va pas voir les couleurs vont ressortir. Voilà, les couleurs ressortent différemment. Moi, j'y suis allée après de la neige, où il y avait encore un peu de neige dans les chemins. Enfin voilà. Et ça va du blanc jusqu'au rouge, quasiment bordeaux. Moi, j'ai trouvé ça mais vraiment magique. J'en ai pris plein les yeux et j'adore retourner là-bas, que ça soit à Montmoron ou à Rustrel. C'est vraiment, je trouve que c'est un endroit qui est... et moi, c'est ce qui m'impressionne souvent, je trouve qu'il y a des couleurs sur le territoire qui sont assez différentes. Voilà, il y a le violet de la lavande en été, mais là, là on est arrivé au moment où il commence à neiger sur le Ventoux, mais il y a quelques semaines, on se balade sur le Ventoux avec les feuilles mortes qui font des tapis de feuilles mortes orange avec encore un peu de vert, puis après le Ventoux qui est très rocheux, et puis il y a du jaune. J'ai même des photos, il y a du violet parce que les feuilles elles changent. Et puis après, si on va dans les dentelles de Montmirail, on est vraiment sur de la roche, du blanc, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a des couleurs. Le Rhône, il prend des couleurs selon le temps. Des couleurs et des lumières aussi. Ouais, des lumières sur l'architecture, la pierre, mais sur toute la nature aussi. Oui, puis on a de la pierre aussi dans les constructions. Ça fait et la partie, pierre locale, ouais. La pierre de Saint-Didier, la Roque-sur-Perne, la pierre de Caron, évidemment. Et on a du coup des vraies ressources locales qui ont permis d'édifier aussi tous nos bâtiments. Bon, on s'écarte un petit peu de ce dont on parlait, mais les lumières, moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait qu'on reste attaché à tous ces endroits-là, parce qu'on les redécouvre toujours sous un angle nouveau, quel que soit, selon la saison, l'heure de la journée. Et je trouve que les lumières, justement, c'est vrai que souvent les touristes viennent plutôt en été, quand il fait très chaud, tout ça. Et je trouve que c'est pas là où il y a les plus belles lumières. Oui. C'est vraiment au printemps, en automne. Moi, je trouve que l'automne est magnifique ici. L'automne ici, c'est. Et les couchers de soleil depuis le Mont Ventoux, c'est une merveille. C'est ça. Le ciel passe du jaune au rose. J'ai assisté à des roses mais fuchsia,
c'est vraiment impressionnant. Ça passe par le violet. C'est très très beau. Vraiment, les couchers de soleil depuis là-haut, en toute saison, ils sont vraiment très très beaux. Ouais, et puis l'automne, il y a les vignes qui commencent à rougir aussi. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vrai que c'est ça, sur les couleurs, sur la lumière, il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et puis il y a l'eau aussi, parce qu'en fait on a quand même un climat qui est assez sec, avec en plus le Mistral qui en rajoute quelquefois une bonne couche. Et c'est vrai qu'en été notamment, on manque d'eau, mais il y a des endroits où il y a le Rhône, il y a la Durance. Effectivement, le Rhône quand même prend une grosse place en tout cas à Avignon, et puis en remontant. Mais il y a aussi Fontaine de Vaucluse, où là on est dans des verts. On parlait de lumière et de couleurs. Là on est dans des verts pétants. La Sorgue, ça a été important, effectivement. Enfin, c'est important pour le territoire. Moi, j'ai découvert qu'on faisait du papier, qu'on avait fait du papier à Fontaine de Vaucluse. Enfin, les moulins de papier. Et oui, parce que justement, de tout temps, les eaux du territoire ont été exploitées d'abord au niveau artisanal, et puis après à l'échelle un peu plus industrielle. Et donc, il y a plein d'activités qui se sont développées grâce à ça, et en particulier sur la Sorgue et sur les différents bras de la Sorgue, en fait. Voilà. Question suivante. Tout simplement. Puis une petite balade en canoë sur la Sorgue, c'est pas mal. Hein, et oui, c'est beau. Ouais. Et puis on a le canal de Carpentras aussi. Là, on est tout près, mais il traverse une bonne partie du Vaucluse, et qui permet l'irrigation du territoire, qui a permis le développement de plein de cultures maraîchères, etc. Mais qui permet aussi de faire des jolies balades maintenant. Oui, on est quand même sur un territoire où l'agroalimentaire est très important. C'est le moment où on parle nourriture. Youpi. Ça y est, la transition est faite. Je me réveille. Ça y est, oui, c'est ça. Joanne est contente. On parle de nourriture. Non, mais il y a ça aussi. Il y a effectivement, on parle du canal de Carpentras. Il y a la fraise de Carpentras qui est quand même assez connue. On parlait du nougat tout à l'heure. On est en train de remettre les amandiers. Ça, je trouve ça super. Et les pistachiers. Oui, oh là là, on va avoir des pistaches dans le Vaucluse. Ouais. Dans quelques années, hein. Oui. Faut que ça pousse. Oui, mais en tout cas, effectivement, mais ça arrive. C'est en cours. Ouais, il y a des amandiers et des pistachiers qui sont replantés. Ouais. Et puis voilà, au niveau nourriture, je pense qu'on a de quoi faire. On a les fruits, énormément de fruits. Le melon. Les cerises, le muscat. Les cerises. Oui, parce que ça, on l'ignore souvent, mais effectivement, le Vaucluse est terroir de cerises quand même. Hein. Donc il y a Venasque, forcément, ma paroisse. C'est ça. Ça, c'est bon. Il y a la truffe. C'est ça. Moi, j'ai jamais mangé, je suis désolée, mais j'ai jamais mangé autant de truffes depuis que je suis arrivée dans le Vaucluse. La vie est dure. Tu as raison. Avec un petit peu de vin et un petit nougat pour terminer. Alors justement, qu'est-ce qui va avec la truffe? Ça dépend avec quoi elle est cuisinée. Alors, et puis en plus, il y a deux truffes. Il y a la truffe d'été. Exactement. Et la truffe d'hiver. La truffe d'été, elle n'a pas du tout le même goût, ni l'odeur de la truffe d'hiver. Les gens ont tendance à croire que la truffe d'été n'a pas de goût. C'est juste qu'en général, elle n'est pas mûre. Et je peux vous dire, pour l'avoir cuisinée cet été, qu'une vraie truffe d'été mûre, ça a du goût, ça parfume un plat, ça parfume... Moi, j'adore le fromage, donc on laisse infuser quelques jours avec un morceau de fromage, c'est fantastique. Vraiment testé et approuvé. Et j'ai goûté dans du camembert, c'est dans du brie. Je sais que c'est pas du d'ici. Brie truffé. Bref. Même dans un, moi j'ai goûté dans un. C'est le moment où vous avez les papilles qui. Ouais, c'est ça. Vous allez entendre nos ventres gargouiller, mais moi j'ai goûté ça cet été avec un camembert d'Ibufala que j'ai coupé en deux, que j'ai bien garni de truffes d'été. J'ai laissé ça mariner 2 jours. C'était. Mais moi fantastique. Je savais pas qu'une truffe ça devait être mûr. Parce que alors, tu me dis un melon c'est mûr, une pêche c'est mûr, ok. Mais la truffe, comment si je dois acheter une truffe, t'arrives à voir si elle est mûre ou pas? Oui. En fait, on le voit parce que en général, quand tu vas faire ton marché, tu le vois, les trufficulteurs qui travaillent très bien et d'autres qui sont un peu plus anguilleux, on va dire, mais non, ça n'arrive pas. Bon, la truffe, voilà, le monde est beau tout rose, mais en fait, il faut que la truffe soit canifée. Donc canifée, il faut qu'il y ait le petit coup de couteau sur un côté de la truffe pour apercevoir en fait le veinage. Et il faut que le veinage soit quand même assez présent. Faut pas que la truffe soit toute blanche. Donc la truffe d'été, elle est plutôt marronnée. Elle est pas toute noire. Elle est marronnée avec un veinage assez blanc. Et la truffe d'hiver, par contre, il faut que ce soit bien noir. Et avec un veinage qui ressorte assez bien. On le voit très rapidement. Et puis la première chose à faire aussi, c'est de demander à sentir.
la truffe. Moi, j'adore ça. C'est bizarre, comme je comprends. Je sais pas, je ne sais pas. Mais il faut sentir le produit et on le voit directement si c'est mûr ou pas. Et il faut pas se laisser avoir aussi. Le problème, c'est que là, pendant le confinement, pendant le Covid, les marchés à la truffe commencent à se lancer là dans le territoire. Mais alors, on ne peut plus les toucher, on ne peut pas les sentir. Tu ne peux pas t'approcher, tu ne peux pas approcher ton nez de la truffe. J'ai lu ça ce matin et donc du coup on est obligé de faire confiance aux producteurs. Et voilà, donc on a intérêt à... Il faut avoir le bon producteur. Il faut avoir le bouche à oreille là pour le coup. Oui, là pour le coup, si tu en cherches, j'ai quelqu'un de confiance, il faut connaître du coup. Pour les raisons de sécurité, effectivement, il y a plus avant. Voilà, quand on est sur le marché, on prend la truffe, on la touche, on la sent, on la regarde, on la soupèse. Oui, il faut pas qu'elle soit molle aussi. Voilà. Et aujourd'hui, là, c'est plus possible, et donc du coup, le rapport à la truffe va être un peu différent les prochaines semaines. Ah bah si on sent pas la truffe, c'est quand même. Mais si, mais une fois que tu l'as acheté. Oui, mais bon, ça fait partie du plaisir. C'est ça fait partie du plaisir du marché aux truffes. Mais pour revenir sur les accords mets et vins, la truffe, ça dépend avec quoi elle est cuisinée. Ça dépend comment on la cuisine. Il faut savoir aussi que la truffe, il faut pas la faire cuire parce que ça inhibe en fait tous les arômes. Donc il faut la mettre à la fin, ou alors il faut faire des préparations avec la truffe. Donc tout ce qui va être beurre, huile d'olive. Tu la laisses infuser. Voilà, c'est ça. Et puis là où elle se révèle le plus, c'est sur le fromage, parce que très très clairement, on parle souvent de la brouillade, on parle souvent de ce genre de choses. Moi, quand je fais des brouillades, je sens pas forcément tout le temps le goût de la truffe, et je trouve que dans des fromages ou dans des préparations, mais c'est juste 10 fois meilleur pour ma part. Après, c'est une question de goût. Mais autant sur un toast grillé avec un peu de beurre, un bon pain de campagne bien grillé avec un peu de beurre. Moi j'aime bien le beurre de micelle, donc qu'on a préparé en avance. Tu peux pas dire à quelqu'un du Nord que tu manges autre chose que du beurre de micelle. C'est base. Et ton beurre de micelle, tu le prépares 2-3 jours avant. Tu fais un petit peu macérer ta truffe dedans. Tu coupes des lamelles. Et à la fin, tu tartines sur ton pain bien chaud, bien croustillant. Tu tartines dessus et t'en rajoutes encore. Il n'y en a jamais assez. Et tu rajoutes quelques lamelles par-dessus, histoire de bien avoir le goût. On a l'eau à la bouche. Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai faim. Ça avec un vin blanc... Un vin blanc pas trop opulent quand même, puisque le produit est quand même assez simple, mais il faut un vin qui est quand même un peu de gras, donc peut-être avec un petit élevage, mais très léger, et ce côté un peu boisé. Des fois, ça donne des notes un peu gourmandes, beurrées, et ça, avec ça, c'est fantastique, par exemple. Mais après, il y a d'autres préparations où on peut aller sur d'autres vins, sur des vieux millésimes aussi, ça fonctionne très bien. Pas forcément aller sur des millésimes qui ont 15 ans, mais peut-être 5, 6, 7 ans, des fois, ça suffit. Et c'est fantastique. Vous voyez pas, mais elle a des étoiles dans les yeux. Ouais, je salive. Pas nous aussi d'ailleurs. Parce que... La salade de mâche avec un peu de truffe, c'est délicieux aussi. Oui. Okay. Et alors pour ta brouillade, est-ce que tu mets la truffe avec tes œufs? Dans les œufs avant. Oui. Voilà, dans une boîte, la truffe, les œufs, et tu laisses... les œufs pas brouillés. Les œufs crus, tu mets dans une boîte tes œufs et ta truffe, tu mets au frigo quelques heures, voire même la veille, et ensuite, effectivement, tes œufs, ils ont pris l'odeur de la truffe. Tu n'es pas obligé de cuire la truffe. Mais la truffe, tu la coupes en lamelles, et puis c'est vraiment quand l'omelette est faite, tu mets tes lamelles, tu la retournes, et hop, tu sers comme ça. Mais avec la salade de mâche, on mange aussi pas mal avec la salade de mâche, c'est pas mal. Avec le risotto aussi. Ah ouais. Avec le risotto, c'est fabuleux. De toute façon, c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux. Et même la truffe d'été, vraiment, moi j'invite tout le monde à être bien renseigné déjà sur un trufficulteur, à avoir confiance. Et la période de la truffe d'été, alors c'est quand? Ça dépend vraiment de la saison. Comme pour le vin, le temps va jouer beaucoup sur ça, mais en général c'est mai-juin. Et la truffe d'hiver, par rapport à ce qu'on pourrait croire, ça commence. Les bonnes truffes d'hiver, c'est à partir de décembre, voire janvier, jusqu'à février-mars. Après les premières gelées, normalement. Voilà. Et on voit, moi je vois en ce moment la truffe commence à arriver, mais elle n'est pas encore tout à fait mûre. Donc si vraiment vous voulez des choses qui ont vraiment beaucoup de goût, forcément le prix va être impacté. Mais si vous voulez vraiment un produit qui a du goût, attendez vraiment que ce soit bien bien mûr. Donc à partir de janvier, décembre, janvier c'est pas mal. Ouais.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à la servir à Noël. À Noël, oui. Ben oui, on veut tout de suite, on veut tout rapidement et on prend pas le temps d'attendre que ce soit prêt. Surtout que nous ici, il y a quand même plusieurs années où le froid arrive vraiment. Avec le réchauffement climatique, là, ça se décale de plus en plus. Les vendanges aussi. La truffe d'été, il faut attendre qu'elle soit mûre aussi. Mais je pense que pas trop chaud. Voilà, c'est faut ça. Pas qu'il fasse trop chaud. Mais beaucoup de gens en fait pensent qu'elle n'a pas de goût parce qu'en général on la vend pas mûre. Ouais, moi, c'est vraiment dommage. Goûté, la première fois que j'ai goûté par ici de la truffe d'été, effectivement, j'avais cette idée-là de me dire ça a pas de goût. Ça n'a pas le même goût que la truffe d'hiver, mais non, la truffe d'hiver c'est plutôt sur le côté champignon, sur le côté. Mais c'est un côté assez terreux. Des fois c'est très difficilement descriptible. Et la truffe d'été, c'est plus sur le côté amande, noisette, c'est beaucoup plus délicat. Chaque saison a son produit et chaque produit peut être mis en valeur. Et avantage, la truffe d'été est moins chère. Et elle est moins chère aussi. Donc ça permet quand même de se faire plaisir. Ah oui, parce que voilà, avec la truffe, c'est bien sympa, on adore ça et tout, mais elle a quand même un prix qui n'est pas négligeable. C'est ça. Mais si c'est bien utilisé, je pense qu'une truffe d'une moyenne taille, on peut vraiment faire un repas avec, sans souci. Oui, et puis tu peux aromatiser effectivement du beurre, de l'huile, etc. avec très peu de quantité. Donc voilà, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup de quantité de truffes et le goût est tellement présent qu'on peut on c'est pas quelque chose qu'on mange. Autant moi du melon je peux m'en faire tous les matins au réveil. Je faisais déjà ça quand j'habitais dans le Nord, donc j'en profite maintenant. Autant de la truffe, c'est pas quelque chose que tu manges. Mais je pense que c'est un produit qu'il faut savourer, qui doit pas devenir habituel. Oui, sinon perd un petit peu ce charme d'aller dans les truffières, de peut-être participer à un cavage avec un trufficulteur, de voir un petit peu comment il conditionne son produit, ensuite le cuisiner. Je pense que c'est une expérience aussi qui va avec les saisons. Et dans tous les cas, on pourrait pas en manger toute l'année à part si on la congèle, mais du coup, ça perd un peu de son charme. Et il y a une histoire particulière sur le... Oui, j'allais en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que la truffe, ça fait longtemps qu'on la mange en fait en Vaucluse. On dit que elle était très appréciée à la cour des papes, donc au XIVe siècle, quand les papes étaient à Avignon, dans le palais des papes. Tu as des goûts. Ils aimaient bien la truffe, mais après, c'est plus tardivement, c'est au XIXe siècle que ça s'est vraiment développé, enfin qu'on a commencé à la cultiver en fait. Et on peut en voir un petit peu la trace un peu partout sur le territoire, parce que dans les villages, etc., parfois vous avez des lieux-dits ou bien des rues qui portent le nom de la rabasse ou des rabassières, etc. Tout ça, la rabasse, c'est la truffe en fait. Ah d'accord. Et parfois par un nom de rue, on sait qu'il y avait des truffes à tel endroit, etc. On a aussi à Carpentras, si vous vous promenez dans Carpentras, la rue Mauricelli, vous voyez peut-être, vous prenez directement un des premiers hôtels particuliers de la rue Mauricelli sur votre droite. Au-dessus de la porte, il y a un petit médaillon. Là, je vous livre vraiment un petit secret que je donne d'habitude en visite. Au-dessus du numéro... Elle a pris sa voix de visite. De conteuse. C'est ça, si vous avez écouté les épisodes qu'elle a enregistrés pendant le confinement, là, je retrouve sa voix de conteuse. Voilà, là, vous y êtes. Vous êtes donc devant cet hôtel particulier qui a appartenu à un rabassier, donc un caveur de truffes en fait. Juste au-dessus du numéro, il y a un petit médaillon sculpté où on voit un monsieur avec un cochon en train de caver la truffe. Donc c'est sculpté. Et voilà, il y a des petits, c'est juste pour dire qu'il y a des petits détails comme ça. Il faut juste lever les yeux, ouvrir les yeux quand on se balade, et on a tous les témoins du passé sous nos yeux. Ouais, je pense que c'est important. Aujourd'hui, il n'y a plus de cochons quand même pour les truffes. Et aujourd'hui, quasiment plus, je crois les pas. Chiens, la mouche, les chiens, il y en a qui font encore la mouche. La mouche. Alors voilà, j'ai loupé un épisode. C'est ça, on en apprend tous les jours. Qu'est-ce que c'est ce beans? Qu'est-ce qui se passe? Tu te balades avec une mouche? Tu lèves des mouches? Non, en fait, autour des arbres truffiers, quand ils sont mycorhizés et qu'il peut y avoir de la truffe, on a un aspect brûlé autour. Et c'est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui se fait. On a une petite mouche en fait. Alors c'est pas une mouche comme on connaît. C'est vraiment une petite mouche assez fine et assez orangée. Une toute petite mouche. Et en fait, elle a tendance à venir se poser à des endroits où il y a de la truffe et à pondre en fait ses œufs. C'est très sexy ce que je raconte. Oui, mais c'est la nature. C'était mieux ce qu'il y avait avant, mais du coup,
elle a tendance à se poser des endroits où il y a de la truffe. Okay. Et en fait, donc il y a des personnes qui ont la patience. Avec un bâton, en fait, on va aller fouiller le sol et voir. Il faut vraiment être attentif et voir à quel moment elle va s'envoler. Donc parfois il y en a, parfois il y en a pas. Et après, il faut aller creuser. On a un petit outil, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ce petit outil pour creuser la terre sans abîmer l'éventuelle truffe. Et en général, il y a des gens qui continuent en fait parce qu'en fait le chien, c'est un sacré savoir-faire ça. C'est un sacré savoir-faire. Il faut beaucoup de patience. Il faut. Je ne sais pas quel moyen est le plus avantageux, puisque le chien, il faut l'habituer, il faut vraiment l'éduquer à chercher la truffe. Parce que le chien mange la truffe, parfois. Le chien, en général, quand il est bien éduqué, mais il peut. En général, ce qu'il aime sentir, il aime bien le manger, donc il faut. Après, c'est dans l'éducation, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut être attentif. Exactement. Ok. Alors, j'avoue, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais suivi. À découvrir. Bon, je crois qu'on a tous faim maintenant, ça c'est fait. Bon, on a parlé de la truffe, mais effectivement, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de fruits. On parlait du melon. J'ai interviewé Jean-Jacques Prévost, qui est le chef spécialiste du melon, qui travaille la truffe aussi d'ailleurs. En ce moment, il est plutôt sur la Saint-Jacques. Enfin bref, voilà. Mais le melon, c'est un pur bonheur. Alors, il y en a quand même beaucoup dans la région, mais c'est vrai que pareil, quand je reviens sur aller réfléchir sur les producteurs, sur aller parler, tout ça, mais c'est vrai que même dans les magasins, on trouve par ici des melons qui viennent d'Espagne. J'avoue que quand ça m'arrive, Des Charentais aussi. Voilà. Alors que, donc, aller regarder les producteurs, leur parler, essayer de voir d'où ça vient et aller peut-être justement avoir un peu plus de contact avec les producteurs, je pense que c'est une bonne idée. Pareil, les amandes, beaucoup d'amandes viennent des États-Unis. On est en train d'essayer de changer les choses, mais voilà, c'est important, je pense, ici. En tout cas, moi, je trouve que dans le Vaucluse, justement, on a vraiment de quoi se nourrir. Il y a du très bon fromage de chèvre aussi. Les asperges, on a oublié de parler des asperges. Il y en a toute l'année, on a de quoi faire toute l'année. On va faire une émission en ce moment, puisqu'on parle des melons, mais après, il y a aussi des producteurs de courges. La butternut, tout ça, voilà, c'est un pur bonheur. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on a vraiment, ici, on a vraiment de quoi manger toute l'année, quasiment en local. C'est le régime méditerranéen. C'est ça. Qui est très sain pour la santé. D'huile d'olive. Voilà. Avec un petit bémol quand même par rapport à la Drôme, qui est quand même toute voisine. La Drôme, c'est un grenier aussi, mais bio, parce qu'eux, ils sont sur le bio depuis des années et des années. Nous, on est quand même un petit peu en retard sur l'agriculture biologique. Ça arrive, mais voilà, tout doucement. C'est ça, oui. Ça mériterait d'être quand même plus développé avec effectivement toutes les entreprises qu'on a sur l'agroalimentaire et tous nos bons produits. Effectivement, le bio arrive, mais... Oui, il y a encore des choses à faire. Par rapport à la Drôme, on est quand même un peu en retard. Oui, mais au pire, on peut aller chercher en Drôme, c'est pas si... Oui, les olives de Nyons, elles sont quand même... Nos olives sont très bonnes, mais les olives de Nyons... La Drôme, il faut juste passer le Ventoux, en fait. Donc c'est pas très très loin, on reste quand même sur du local, voilà. Et justement, puisqu'on a tout ça, on mange bien, on boit du bon vin, on a une histoire assez forte, on a quand même beaucoup de touristes qui viennent visiter le Vaucluse. Alors cette année ça a été particulier, mais justement c'est peut-être le moment d'aller réfléchir à une autre manière de développer le tourisme, puisque les étrangers on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Les locaux connaissent pas forcément leur territoire. Moi, j'ai des amis qui habitent pas très loin d'Avignon et qui ne sont jamais montés en haut du Ventoux. Et peut-être inversement, d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui habitent ici qui ne sont pas allés voir Avignon. Qu'est-ce que pour vous, cette période peut faire changer par rapport au tourisme Johanna, Jeanne, une de vos clientèles, c'est les touristes, mais peut-être que vous avez aussi des locaux qui... peut-être envie aujourd'hui de découvrir. Toi, Olivia, qui travaille sur la communication territoriale et tout ça, qu'est-ce que pour vous, cette période pourrait peut-être changer, faire évoluer sur la manière de parler du Vaucluse en tant que destination touristique ? Alors, c'est vrai que moi, dès le début, j'ai eu à cœur quand même d'avoir un peu une clientèle locale, de pas être que sur du touristique, des étrangers, etc. Voilà, mais c'est vrai que parfois, on est un petit peu mauvais touriste chez soi, ça, on le sait. Toujours. En fait, quand on part en vacances, on découvre
découvre là où on va. Mais chez soi, on prend pas forcément le temps. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aussi, par le contexte actuel, se sont dit, cet été, on va pas partir aussi loin que d'habitude, on va redécouvrir un petit peu. Moi, l'été dernier, j'ai eu pas mal de locaux, en fait, en visite, et qui se sont un peu plus intéressés à leur territoire. Donc, pour moi, c'est un petit peu l'avenir aussi. Dès le début, j'ai essayé de développer un petit peu ça. À titre personnel aussi, j'aime beaucoup voyager, partir un petit peu à l'autre bout du monde. Et de plus en plus, je me dis que compliqué en ce moment. Voilà, que c'est compliqué en ce moment, mais que même il va falloir adapter ces modes de vie et que ça sera de moins en moins possible, mais que justement, il faut qu'on redécouvre un petit peu cette richesse locale qui est à portée de main et qu'en fait on connaît pas. Et voilà, moi ça a été aussi un petit peu mes choix. Finalement, je vais pas trop sur Avignon pour guider, etc. Johanna, elle disait tout à l'heure, quand on pense au vin dans le Vaucluse, on voit tout de suite Châteauneuf-du-Pape. Si on calque la même chose au tourisme, à la culture, quand on vient dans le Vaucluse, on pense tout de suite au Palais des Papes et au Pont d'Avignon. Alors c'est vrai que c'est une histoire passionnante, il y a plein de choses à dire, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont organisées là-dessus. Et je pense qu'il y a un vrai créneau sur en fait tout le reste. Ça revient à ce que je disais au début, mais tout ce qui est moins connu, moins exploité. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se réinvente là dans les prochaines années, à proposer quelque chose de plus proche en fait de nos territoires, des habitants, etc. Et sortir vraiment de ce système du tourisme de masse qui a plus trop d'avenir, plus de perspectives. Voilà, donc désengorger les endroits que tout le monde connaît et qui sont les références, qui sont très intéressants à voir une fois, mais essayer de proposer vraiment autre chose. La vue, une fois qu'on a le pont d'Avignon, c'est effectivement, il faut le voir une fois, y aller. Alors, il n'est pas entier le pont, pour ceux qui savent pas. Il est cassé. Mais pareil, on a une vue sur le Ventoux, notamment avec le Rhône qui est magnifique. Mais voilà, il y a tellement d'autres choses à faire. Sur le territoire, je pense qu'effectivement il y a de quoi se réinventer. Et toi, Johanna, qu'est-ce que tu Alors moi, pour le coup, je rejoins Jeanne sur le fait qu'à la base, mon activité, ma cible principale, c'est pas forcément des touristes. J'ai beaucoup de locaux et mon objectif, c'était vraiment en fait de dynamiser ma région sur des périodes en fait où il y a très peu d'activités. Donc par exemple à l'automne, à l'hiver. La situation actuelle fait que c'est très délicat, mais c'est vrai que ma clientèle est essentiellement locale et j'ai à cœur justement de faire redécouvrir autrement, donc du coup le Ventoux, puisque c'est ma spécialité, aux personnes qui sont de la région. J'ai quelques personnes, j'ai quelques Belges qui adorent le bon vin, j'ai quelques Parisiens, mais ça reste quand même assez minime. Et justement, je pense, alors après ça c'est mon avis, mais je pense que des visites sur le Palais des Papes, faire déguster du vin sur le Châteauneuf-du-Pape, c'est des valeurs sûres. Je trouve qu'on prend pas trop de risques. Ça se vend tout seul en fait. C'est les touristes ils connaissent ça, ils y vont, ils réfléchissent pas tellement. Et proposer autre chose, justement, je rejoins, dans tous les cas, je rejoins ce qu'a dit Jeanne. On est très d'accord. Non, mais c'est aussi pour ça qu'on est autour de cette table, Bien c'est sûr. qu'il y a vraiment une dynamique et une éthique qui nous ressemble. Proposer autre chose que le monde ne connaît peut-être pas, c'est prendre le risque aussi de ne pas intéresser. Et en vin, c'est pareil. En vin, on va aller proposer des références connues que tout le monde a parce que ça rassure les gens. Mais proposer autre chose, c'est prendre le risque aussi de peut-être moins travailler, de peut-être moins vendre. Et là, c'est pareil, peut-être qu'il y ait un intérêt beaucoup moins prononcé pour des choses qui sont moins connues, tout simplement parce que les gens ne connaissent pas et qui parfois on ne veut pas prendre de risques. Et donc on va sur ce qu'on connaît et ce qui est connu et ce qui est. Mais du coup, après, ça permet d'avoir quelque chose qui est peut-être moins sur le tourisme de masse. Que voilà, tu disais, du Jeanne. coup, quelque chose où il y a vraiment une identité et proposer une expérience différente. Alors on touchera peut-être pas tout. Moi personnellement, je toucherai pas tout le monde. Je vais pas, par exemple, toucher la personne qui vient juste pour déguster du Châteauneuf-du-Pape ou visiter le Palais des Papes. Moi, je vais plutôt toucher la personne qui va être curieuse, ouverte d'esprit et qui a envie de voir autre chose et qui a envie de s'ouvrir au monde et toujours dans ce côté
C'est vrai que le risque, du coup, c'est de toucher moins de Voilà, c'est ça. mais la pas satisfaction, c'est pas grave. La Le satisfaction client ou est la géniale personne puisque est satisfaite. on attire les personnes qu'on veut attirer. Donc des personnes qui sont curieuses comme ça, qui veulent découvrir et qui sont ouvertes d'esprit, qui veulent justement changer un petit peu de ce qui se fait. Tu parlais du tourisme de Mars. Tu parlais On va bientôt pouvoir aller sur Mars. tu parlais du tourisme de masse, c'est exactement ça. C'est sortir un petit peu de ça et proposer quelque chose de plus sincère et plus proche de la réalité, de nous, ce qu'on voit tout au long de l'année. Ouais, je pense qu'on est moins sur de la consommation, mais peut-être plus sur du ressenti, sur de l'émotion. Là, sur on a parlé de sensations. Sur la Exactement. Les territoires ont tout intérêt. Déjà, la micro-aventure, ça s'est développé, ça se développe fort depuis quelques années. Et de toute façon, le tourisme aujourd'hui, il est plus comme avant, et je pense qu'il ne sera plus comme avant, parce qu'au-delà, quand tout le monde sera vacciné, je pense qu'effectivement les avions vont repartir à tout va, mais il y a une certaine prise de conscience par rapport aux enjeux écologiques qui a débuté avant le coronavirus et puis qui se développe fortement maintenant. Et donc du coup, les territoires ont vraiment intérêt à réinventer leur tourisme et à travailler avec les locaux et à travailler autour de micro-aventures. Ici, il y a plein de choses à faire, quoi. On pourrait très bien faire du bivouac au Ventoux. Marie-Cécile, tu m'as dit qu'on pouvait faire du canoë-kayak sur le Rhône à Avignon. Oui, il y a plein. Je crois qu'on des logements insolites, à mon avis, je sais pas s'il y en a beaucoup dans le Vaucluse. Je pense que ça manque un petit peu par rapport à certains autres territoires. Mais on pourrait très bien dormir dans des bulles au Ventoux, dans les forêts ou du côté de Sceaux et vivre plein d'aventures passionnantes. Et qui aujourd'hui, il y a plein d'expériences qui se font par les institutionnels et il y a plein de choses qui se font. Mais ce sont des expériences qui sont isolées les unes aux autres. C'est-à-dire, on va aller prendre la randonnée à pied dans les gorges du Toulourenc et puis on va s'arrêter là. Alors que l'idée, ça serait... les territoires ont intérêt à construire effectivement des micro-aventures de 2-3 jours ou même sur une journée où on va avoir à la fois de la culture, du patrimoine, de la découverte, de l'artisanat, de la dégustation, du paysage et pour rendre les choses exceptionnelles alors qu'elles sont locales. Pour leur donner quelque chose d'étonnant, d'insolite et un autre aspect. Donc du coup, rassurer les touristes en leur disant il y a plein de choses à faire et on va vous prendre par la main sur une journée, sur 2 jours et vous allez voir que vous allez en prendre plein les yeux. Oui, et puis je pense que c'est vraiment sensoriel en fait. On a parlé des couleurs, on a parlé de la lumière, on a parlé du terroir, tout ça. En fait, c'est un art de vivre. Pour moi, c'est vraiment ça qui résume tout ce qu'on évoque depuis le début. C'est ça qui va être aussi la ligne conductrice du tourisme, c'est faire découvrir un art de vivre. Alors, de façon authentique, c'est un mot qu'on emploie à tout va et qui veut plus rien dire, mais de façon la plus proche, effectivement, de ce qu'on vit au quotidien. Peut-être un peu plus douce aussi, tranquille. Exactement. Complètement. Je pense que ça, c'est super important. Mais on parlait d'Avignon et du pont d'Avignon, du Palais des Papes, qu'évidemment, toute personne... Quand j'ai fait le festival d'Avignon, une année, j'ai croisé une compagnie qui venait de Tahiti et la première chose qu'ils ont fait en arrivant, c'était de prendre leur petit vélo et d'aller sur le pont d'Avignon, en tout cas d'aller regarder le pont d'Avignon parce qu'ils chantent le pont d'Avignon, donc ils voulaient le voir. Voilà. Donc évidemment, ça fait partie des images qu'on a tous par rapport à notre territoire, mais rien que ça, le fait d'aller traverser le Rhône et de regarder, moi c'est ce que je vois à chaque fois que je suis sur la péniche Altea, mais de regarder de l'autre côté Avignon, déjà le Rhône, je trouve qu'on s'approprie pas beaucoup ce territoire-là, ce fleuve qu'on voit passer mais qu'on n'utilise pas beaucoup, d'aller se balader sur l'île de la Barthelasse, de regarder Avignon de l'extérieur en fait. Je trouve que rien que ça, c'est juste ce que, à mon avis, beaucoup de locaux déjà n'ont même pas fait. Donc c'est peut-être ça, de penser peut-être un peu plus lentement, d'être moins sur la surconsommation de destinations, mais ça vaut pour tous les territoires en fait, pas que pour le Vaucluse, et peut-être d'aller regarder un peu différemment ce qu'on disait
sur les petits villages, voilà, sortir un peu de tout ça. Et je pense que le côté sensoriel, il est hyper important parce que ça veut dire qu'après, quand tu rentres chez toi et que tu as des souvenirs, bah, ça revient, quoi. C'est des super, voilà, ça reste. C'est quelque chose qui reste quand tu ressens une odeur de truffe ou que il y a une couleur qui revient. C'est assez magique. Je pense qu'il faut aller vers ça. Exactement. Puis de toute façon, on avait un peu atteint certaines limites dans notre façon de penser le tourisme. Avec le risque de rendre artificielles les choses. Mais en fait, c'est le risque de tout le monde. C'est que notre volonté, c'est de valoriser un territoire. Et en le survalorisant, on va le rendre un petit peu artificiel. On va faire un itinéraire de telle façon, parler de telle et telle chose. En faisant une programmation, par exemple, pour un groupe touristique, etc. Mais c'est vraiment, c'est vraiment un risque dont il faut être conscient. Et puis à partir de là, on peut travailler sur des choses plus intéressantes. Puis l'adapter aux saisons aussi, parce qu'effectivement, exactement. Moi je pense qu'il y a des choses à faire toute l'année. Un programme ne peut pas être le même. J'ai découvert qu'il y avait du safran. Voilà. Puis il faut bientôt sortir de terre. Il y a du safran aussi dans le Vaucluse. Enfin voilà, il y a tellement de choses. C'est assez. Et justement, alors, si vous aviez, je sais que c'est difficile comme question, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Si vous aviez juste un endroit où, alors on va sortir des sentiers battus, mais s'il y avait un endroit qui vous a marqué quand vous y êtes allé la première fois, ou en tout cas un endroit à recommander, ça serait quoi? C'est dur. Ouais, je sais. Alors moi, j'ai retourné la question dans tous les sens, parce qu'il y a plein d'endroits où j'aime aller. Il y a plein d'endroits qui me parlent et qui m'évoquent des souvenirs. Par contre, cet endroit-là, il n'est pas dans le Vaucluse, il est à l'extrémité du Vaucluse. On est plutôt dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, si tu me le permets, allez, on accepte. C'est un endroit où je vais toutes les années, en fait, depuis 5-6 ans. C'est d'aller à Banon, un petit village. Forcément, je suis une amatrice de fromage, j'adore ça, je pourrais manger que ça à longueur de temps. Et ce que je fais en fait toutes les années, c'est que vers le printemps, début de l'été, j'aime bien aller à Banon. Et je vais à la bibliothèque Le Bleuet. Magnifique, l'une des plus grandes bibliothèques de France, il faut le dire, dans un tout petit village, parce que Banon, c'est quand même c'est tout petit, il n'y a pas grand-chose à visiter, mais j'y vais tous les ans. Une librairie, c'est une librairie, pas une bibliothèque. C'est une librairie magnifique. Elle est magnifique. C'est magnifique. Alors, je suis pas une grande lectrice, mais dès que je rentre dans cette librairie, le temps s'arrête. Je m'achète un petit bouquin. Et j'ai obligatoirement envie de le lire, en fait, dès que je rentre dans ce lieu, j'ai envie de me mettre à la lecture. Donc, je visite, je le connais, ce lieu, j'y vais tous les ans, mais j'aime bien revisiter, prendre le temps, comme si, finalement, le temps s'arrêtait. Et donc, je m'achète mon petit bouquin, je sors de la librairie, et juste à côté, en fait, il y a un glacier. Sur la droite. Il fallait bien qu'elle mange à un moment. Voilà, exactement. Le fromage ne suffisait pas. À l'heure du goûter, alors c'était obligatoire que j'ai ma petite glace. Donc je sors, il y a le petit glacier à côté, c'est fantastique, c'est très très bon. Une petite mamée qui nous sert adorable. On s'assoit à l'ombre là, comme ça, on mange notre glace. Et puis après, on va chercher notre petit fromage et qu'on mange le soir avec un bon verre de vin. Le fromage de banane. Tranquillement. Vraiment ce côté profiter, prendre le temps. C'est vraiment ça qui ressort de cette journée, moi personnellement, que j'adore. Ouais. Moi, je suis allée à la fête de Banon, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance. Pourtant, c'est un moment qui est très touristique, mais c'est petit. Et je trouvais qu'il y avait une ambiance justement assez bon enfant, très simple. Juste dans le plaisir d'être ensemble. Et effectivement, après, on passe toujours à cette librairie magnifique. La route pour aller à Banon, elle est absolument magnifique. C'est très très beau. La vue sur la montagne Lure et la route au milieu là pour le coup, on est au milieu des lavandes, mais même en plein hiver, les lavandes sont coupées, etc. C'est absolument magnifique. Bon, alors Banon, sur ma gauche. Qui se lance? Bon, c'est difficile, seul. Ben oui. Je dirais, on aime bien, on aime beaucoup Sceaux, en fait. C'est vraiment... donc là, on est sur le territoire de la lavande.
À fond. Mais il n'y a pas que la lavande, il y a des champs de sauge, pour ceux qui ne connaissent pas effectivement la lavande. Donc ce sont des champs magnifiques violets, ça tout le monde les a déjà vus. Mais les champs de sauge, la sauge sclarée, ce sont des champs roses et qui sont odorants aussi, et c'est absolument magnifique. Ça pousse à la même période et c'est des couleurs absolument incroyables. Et Sceaux, alors l'été pour son marché, c'est quand même un des plus jolis marchés provençaux de la région. Il est absolument magnifique. Et puis on a une sensation d'être l'hiver et hors saison, d'être un peu au bout du monde, d'être un peu seul au monde, parce qu'il n'y a pas grand monde. Il y a le nougatier boyer qui est absolument délicieux. Donc on mange aussi très très bien à Sceaux. Ils font du très bon nougat. Le nougat n'est pas qu'à Montélimar. Voilà, des brioches, etc. Donc des glaces l'été qui sont délicieuses. Et puis on se sent déjà un petit peu à la montagne en fait, à Sceaux. Et très bien l'été pour perdre quelques degrés quand il fait très chaud ici. On n'a pas forcément envie de monter au Ventoux. Et à Sceaux, on perd 4 ou 5 degrés, pareil, en 20, une demi-heure de route. Donc ça, c'est sympa. Et puis de là-bas, il y a des sentiers de randonnée absolument incroyables. Donc oui, je dirais Sceaux. On n'a pas parlé sport, hein, mais c'est aussi un territoire où on peut faire du sport de pleine nature. Le vélo, du vélo, évidemment. Forcément. Il y a beaucoup de cyclistes à Sceaux, sur le Ventoux. Mais de la randonnée, beaucoup aussi. Voilà, il y a des véloroutes aussi un peu plus faciles à pratiquer que de monter le Ventoux à vélo. Il y a au niveau de la pleine nature, ouais, vraiment aussi. Alors à mon tour, franchement, j'ai du mal à départager. Mais je dirais quand même les environs de Caron. En fait, Caron, c'est un très joli petit village. Et juste après Caron, en direction du Barou, de Malaucène, il y a les collines du Paty. Et là, il y a un lac, il y a un barrage, il y a une petite chapelle sur les hauteurs. Il y a la Préfantastie aussi, pas très loin, dont on a parlé déjà dans un podcast. Si vous voulez en savoir plus, écoutez l'épisode, je le mettrai dans l'article qui accompagne cet épisode. Voilà, donc il y a tout cet endroit-là. En fait, pour moi, je disais tout à l'heure que j'étais venue depuis toute petite en vacances ici. Et en fait, ces endroits-là sont rattachés à l'enfance, à ces moments de vacances et à la famille. Et en fait, je trouve que c'est important justement parce que moi, c'est l'impression, le contact que je cherche à transmettre aussi un peu avec mes visiteurs et tout ça, c'est un côté familial, c'est-à-dire simple, se sentir accueilli un petit peu comme quand on va dans la famille quelque part. On sait que quand on va quelque part retrouver de la famille, on va nous donner les bonnes adresses, les endroits sympas où aller. C'est tout simplement ce qu'on cherche, je pense, un petit peu tout à faire ici sur ce territoire. Et voilà, ces environs de Caron me rappellent un peu cette dimension. Et alors moi j'y ai réfléchi évidemment. Il y en a plein, j'ai parlé du Colorado provençal, tout ça, mais moi il y a un village qui m'a impressionné, que j'ai découvert quand j'ai repris une année d'études en tourisme et économie solidaire, qui est Brantes. Et pareil, vous sortez des baronnies provençales et pouf, vous arrivez là. C'est un village qui est perché, qui a été entièrement, c'est pas encore fini, mais ils sont en train de le rénover. Il y a une association dans le village qui travaille pour à la fois valoriser la culture de ce village-là et rénover les jolies petites maisons et bâtiments en pierre. Il est un peu accroché. On a l'impression qu'il est. La dernière fois que j'y suis allée, on a pris un petit chocolat chaud. Il y avait les hirondelles qui étaient au-dessus de nous et qui se baladaient, qui étaient à fond pour construire leur nid. Je trouve que cet endroit, quand on arrive à cet endroit-là, qui est un peu, je pense qu'en hiver, ça doit être assez dur à vivre là parce que c'est encastré dans les montagnes, un peu isolé. Mais au printemps, en automne, moi, je trouve qu'à chaque fois, c'est magique. Il y a une association aussi qui va vous faire des balades pour découvrir les plantes comestibles. Voilà, je trouve qu'il y a une ambiance, en tout cas, dans ce village-là, qui est vraiment particulière. Et voilà, j'y vais pas souvent parce que c'est pas à côté, mais en tout cas, à chaque fois que j'y vais, je sais pas, il se passe quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose, pas que ni
historique ou architectural ou paysage, mais je trouve qu'il y a quelque chose, une ambiance. Il y a un ressenti. Il y a quelque chose de particulier. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup et qui effectivement est un peu isolé. Donc voilà. Ça se mérite un peu. Il y a certains coins quand même dans le Vaucluse qui se méritent un peu. Les gorges de la Nesque, les petits villages là-bas perdus, etc. Voilà, il faut y aller. C'est ça, faut y aller, mais il faut prendre le temps. Faut prendre le temps, Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps et de se dire que bah oui, ok, on y va, on passe une journée là. Mais en fait, une fois qu'on aura passé la journée là, on aura découvert plein de choses en fait. C'est ça qui est chouette. Bon ben, je pense que c'est pas mal tout ça. Hein, j'espère qu'on a donné envie, en tout cas. On a donné des recettes, on a donné des bons plans, des bonnes idées. On a donné faim, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense qu'on a donné faim, ouais. Et soif. J'espère en tout cas que nos échanges vous auront donné envie de noter dans vos tablettes de futures vacances, si vous n'habitez pas le Vaucluse, ou pour les locaux, de découvrir un peu plus votre territoire. En tout cas, je pense que nous, on a passé un bon moment et on va continuer à découvrir le Vaucluse ensemble avec mes 3 collègues de plateau aujourd'hui. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venus partager tout ça avec nous, et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez d'autres endroits dans le Vaucluse que vous voulez partager, évidemment n'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux, à le partager bien sûr, et puis on se retrouve bientôt, et là on va prendre une tisane et au lit. Merci Marie-Cécile. Merci Marie-Cécile. Esperluette. Esperluette.